Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je suis hyper pressée de commencer l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on a une invitée vraiment unique. Aujourd'hui, on va accueillir Oreille Diaye, qui est l'autrice de ce superbe livre et elle parle vraiment du fait de faire de la vente un jeu. C'est vrai que souvent, quand on pense à vendre, pour certaines personnes, ça peut être laborieux. Ça peut être pénible. Et toi, t'en parles comme un jeu. Donc, j'ai tellement hâte. J'ai beaucoup de questions pour toi. Mais nous ne sommes pas seuls. Bien sûr, ce podcast n'aurait pas lieu si je n'étais pas accompagnée de mon très cher acolyte, Nicolas Lemaire, qui va Hello. également poser des questions à Oreille pour que nous puissions apprendre tout sur ton parcours, tes clés. Il faut savoir que notre audience, elle est composée d'entrepreneurs ou de porteurs de projets. Donc, plus de tips ils peuvent avoir. Une entreprise qui ne vend pas ne peut pas survivre, ne peut pas durer dans la longueur. Donc, c'est pour ça que cet épisode est très, très important. Déjà, merci d'avoir accepté de participer Oui, merci d'être là et merci d'avoir accepté notre à ce invitation. podcast. On va commencer. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter en nous donnant un petit peu de détails sur ton parcours? Que tu puisses nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît. Avec joie. Tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. Merci également pour l'accueil. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Vous m'excuserez un peu ma voix et on va dire je suis encore un peu malade là. J'étais enrhumée ces derniers temps. Le Du mois de coup, décembre, pas simple. voilà, c'est ça. On va dire qu'en ce moment, Il fait froid. Hein. c'est la période de froid, c'est la Ouais. période hivernale, le rhume, la gorge, etc. Mais dans tous les cas, on est là et c'est le plus important. Donc, je m'appelle Oreille, je vis en région parisienne, je suis mariée et maman de 2 adorables enfants. Et dans la vie de tous les jours, je suis accélératrice commerciale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une société de conseil qui accompagne notamment les entreprises, on va dire équipe commerciale, mais également les entrepreneurs, à mettre en place des stratégies afin d'attirer plus de clients et augmenter leur chiffre d'affaires. Comme tu l'as mentionné, je suis également l'auteur du livre Le jeu de la vente, également conférencière. Et ma mission, c'est vraiment de réconcilier les entrepreneurs, mais également les équipes commerciales avec le mot qui fait peur, notamment en France, qui est le mot vendre. Et du coup, comment j'en suis arrivée là? Aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 16 ans que ouais, ça fait maintenant plus de 16 ans que j'évolue dans ce domaine-là. Et tout a commencé à 18 ans, lors d'un stage. Mon premier stage que je faisais en entreprise, c'était un stage de commercial B2B pour une société de télécommunications. Et au départ, je ne connaissais pas ce que c'était la vente Je plus que trouve ça un ça. peu relou quand même. B2B télécommunications, c'était l'opérateur? Exactement, c'est ça. Et tout de suite, en fait, on m'a envoyé sur le terrain. Tu vois, on m'a dit, écoute, voici un classeur, tu dois prendre des rendez-vous au téléphone. Et ensuite, on m'a dit, tu dois également faire de la prospection physique, donc aller rencontrer des entreprises, prendre des rendez-vous, etc. Et quand j'ai réussi à décrocher mon premier rendez-vous, je suis allée voir mon manager, je lui ai dit, ça y est, j'ai un rendez-vous, Ouais. etc. Il me dit, bah écoute, c'est super, tu vas faire le rendez-vous et vendre nos solutions. Je savais pas du tout ce qu'on vendait, tu vois. J'avais compris dans les grandes lignes, mais je connaissais pas plus que ça. Donc ça, Et c'était donc, ton expérience, ma Ouais, première, ta ouais. première expérience. en vente, c'est ça. Quand j'avais 18 ans, c'était en 2008. C'était à République. On n'est pas très loin d'ailleurs. Mm. Et aujourd'hui, bah, tu vois, décembre 2024, ça fait exactement 16 ans que cette aventure a commencé. Et donc, je suis allée au rendez-vous. Étant donné que je ne savais pas ce qu'on vendait, j'ai pas cherché à vendre. Ce que j'ai fait simplement, c'est de poser des questions et d'écouter finalement mon interlocuteur me raconter un peu quels sont les challenges qu'il rencontrait dans son entreprise, etc. Et c'est là où en fait j'ai compris que effectivement, de ce que j'avais perçu de la solution, ça pouvait correspondre à sa problématique, ça pourrait du coup résoudre cela. Oui, on va y revenir, mais justement, l'écoute fait partie intégrante justement du commerce, du business. Exactement. Et puis justement aussi résoudre un problème. Mais Exactement. ça encore, on le verra après. Mais la question que j'aimerais te poser par rapport à ton parcours, c'est qu'est-ce que tu as pu surmonter comme obstacle justement après justement cette première expérience? Bah déjà, cette première expérience... Ouais, t'as vendu ou pas, du coup? Exactement. Bon, pour finir, du Est-ce coup, que t'as vendu, effectivement, ouais. j'ai posé des questions, je me suis intéressée à la personne. J'avais lu en fait le livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et en fait, il disait dans ce livre-là que la meilleure manière finalement de créer une relation, on va dire, une relation personnelle avec une personne, c'est de s'intéresser sincèrement à elle. Et en fait, c'est de poser des questions. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait.
Et à la fin, quand j'ai proposé la solution pour répondre à sa problématique, l'entreprise pour le coup, m'a dit « Ok, let's go ». Et c'est comme ça que j'ai fait ma première vente. Et je me suis dit « Mais c'est génial parce qu'en fait, j'ai pas cherché à vendre en fait. J'ai été à l'écoute de la personne qui était en face de moi. J'ai créé une connexion émotionnelle comme ça. Et comme ça, et à la suite de ça, la personne a décidé du coup de prendre nos services. Et du coup, je suis retournée en entreprise. J'ai dit j'ai réussi à vendre. Et c'est là où du coup, mon manager me dit c'est super. Comme tu as vendu, tu vas avoir ce qu'on appelle une commission. Et donc de base, je faisais un stage qui n'était pas rémunéré. Et là, je gagne de l'argent. Et c'est là où je me dis mais waouh. En fait, si je maîtrise cette compétence-là, je sais que jamais de ma vie, je ne manquerai d'argent. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née, justement, l'envie de vouloir monter en compétences, de progresser, etc. Et à la suite de ça, pour le coup, j'ai fait une école de commerce international. Et après, j'ai accompagné plein d'entreprises en France, à l'étranger, avant de me lancer tout simplement à mon compte. Belle histoire. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que moi, j'ai souvent vu, j'ai fait les deux, hein, où la personne, elle appelle et j'essaye de lui vendre, mais déjà, moi-même, ça m'essouffle. J'ai pas l'impression de me connecter à la personne et je trouve que les gens ont une attitude un peu suspicieuse. Mais quand je commence à discuter avec eux et surtout m'intéresser à eux, ils me livrent tout, au fait. Ils me donnent les clés pour que je puisse leur montrer en quoi mon produit correspond à leurs besoins. Et parfois, la vente n'a pas lieu maintenant, mais parce qu'il y a eu un bon feeling, soit la vente a lieu plus tard, soit cette personne m'emmène quelqu'un d'autre en disant « Ouais, j'ai pas pu, mais toi, tu peux ». Et c'est vrai que si on voit ça de ce côté-là, c'est moins pénible, quoi. Exactement. Le principe de base, comme tu l'as compris, c'est qu'en réalité, la meilleure manière de vendre, c'est de ne pas chercher à vendre. C'est de chercher à s'intéresser sincèrement et authentiquement à la personne que tu as en face de toi. Parce que si tu prends le temps de poser des questions, la personne va te donner tout simplement plein, finalement, de renseignements. Et si ta solution correspond vraiment à ce que la personne peut retirer comme bénéfice par rapport justement à ce que tu proposes, à ce moment-là, en fait, la vente se fera naturellement. Et si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça se fera à un autre moment. Et c'est là, après, où intervient également la notion de follow-up, de suivi. Parce que les gens, c'est un mythe, en fait, de penser que 100% des personnes avec qui tu échanges aujourd'hui vont signer aujourd'hui. Non, en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pour rebondir justement à ce que tu demandais comme difficulté rencontrée, c'est que la plupart du temps, quand tu essayes de vendre, en réalité, on va dire sur 10 personnes, sur 10 entreprises, sur 10 profils, sur 10 cibles, tu en as peut-être un sur les 10 qui va te dire oui. Et donc, il faut en fait être prêt à accepter que tu auras probablement beaucoup plus de non, beaucoup plus de refus que de oui. C'est sur la proportion. Et c'est pas facile. Et c'est là où les gens abandonnent. Ouais, c'est vrai qu'on oublie souvent que c'est finalement une question de proportion. Parce que c'est vrai qu'on se dit, j'en ai 10, je veux signer les 10, je vais signer les 10. En fait, c'est vrai que c'est pas du tout comme ça, pour plein de raisons. Et pour revenir à ça, du coup, tu as fait l'école de commerce. Tu as fait l'école de commerce parce que tu avais un manque, tu t'es dit quand même que tu allais apprendre des choses intéressantes en école, pendant les études. Pourquoi j'ai fait une école de commerce? Déjà, étant l'aîné d'une famille de 8 enfants, mon père il m'a toujours dit, écoute, ma fille, il faut que tu aies au minimum un bac plus 5. Donc déjà, je savais que j'allais pas m'en sortir comme ça. Il fallait que je ramène ce diplôme à la maison pour dire, écoutez, j'ai fait le job, voilà, et les parents sont fiers, etc. Et donc maintenant, je me suis dit, quitte à faire des études, autant faire des études sur un truc qui m'intéresse. Donc en fait, au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un BTS commerce international. Après, j'ai poursuivi avec une licence négociation commerciale et marché européen. Et après, du coup, j'ai fait une école de commerce. Très bien. Et après, les différentes expériences que tu as eues en entreprise t'ont permis d'apprendre justement des techniques, des tips, des approches différentes? Ce qu'il faut savoir, c'est que de la licence au Master 2, j'étais pendant 3 ans en alternance. J'étais plutôt sur des postes de marketing et de communication. Et en fait, j'étais au support aux commerciaux. Et donc, j'ai appris également les leviers marketing pour attirer notamment des clients. Et ensuite, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai appris ça, j'ai envie de passer sur le terrain. Parce qu'en fait, à la fin de mes études, pour être simple, j'avais 2 options. On m'avait proposé un poste dans un grand groupe du CAC 40, mais sur la partie communication. Finalement, j'étais cantonnée juste à faire de la communication. Et on m'a proposé un poste de International Business Developer au sein d'une start-up, tu vois, qui se lançait. Et tu avais quel âge? Et j'avais 23 ans. Et je me suis dit, en fait, je vais aller dans la start-up, là où tout le monde m'avait dit, mais en fait, t'es folle ou quoi? Tu devrais prendre le gros groupe du CAC 40, etc. Mais je savais en fait que ce serait plus challengeant d'aller sur un poste commercial. Parce que je me dis, finalement, à fixe égal, clairement, si je suis pragmatique,
le poste en fait commercial m'offre des commissions. Puis le variable était différent, Le variable j'imagine, est avec les complètement startups. différent. Donc en fait, je peux doubler, tripler mon salaire Mmh. avec un poste commercial plutôt d'être cantonné sur du marketing et de la communication avec juste un salaire fixe. Donc j'ai fait le choix comme ça et je me suis dit non, j'ai envie de me challenger et j'aime bien relever des challenges. Donc je vais sur le poste de International Business Developer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après 6 mois après, je me fais débaucher pour une autre boîte. J'arrive dans la boîte. Grosso modo, sans même me vanter, mais dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours fait partie des top performeurs. Donc, j'arrive dans une boîte, au bout de quelques semaines, quelques mois, je me hisse parmi les meilleurs vendeurs. Et à chaque fois, les gens me demandaient, mais comment tu fais pour arriver dans une boîte et au bout de quelques semaines, t'es la best? Oui, Et donne-nous ton secret. voilà. Mon secret, justement, c'est ce que tu appliques, Tocine, tu vois, notamment dans YEP Training. Je sais, le côté vraiment développement personnel. En fait, j'ai toujours, depuis que j'ai 18 ans, j'ai eu la chance, après ce stage-là de commercial, de faire un stage à Montréal, au Canada. Et en fait, j'ai assisté à mon premier séminaire de développement personnel. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment... De base, j'aimais pas du tout lire, mais quand j'ai découvert justement, le premier livre, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Après, j'ai découvert Réfléchissez, devenir riche de Napoleon Hill. Et ensuite, j'ai découvert Le secret de Rhonda Byrne. Et en fait, après, je suis tombée in love sur vraiment l'industrie, on va dire, du développement personnel. Et en fait, j'ai appliqué les principes, justement, mindset que j'apprenais dans les livres, dans mon expérience professionnelle. Donc, forcément, ça crée, tu vois, une différenciation dans mon énergie, dans ma posture, dans mon leadership, dans mon mindset, etc. Les gens me disaient, mais je comprends pas, cette fille-là, elle est toujours souriante. On m'appelait Miss Positive Vibes parce que justement, j'avais ce mindset-là qui me permettait, tu vois, de pouvoir connecter facilement avec les gens. Là où on le sait, en France, on va pas se mentir, c'est l'un des pays quand même où les gens sont pessimistes. Souvent, quand tu souris avec une personne, on te regarde en mode, mais t'es folle, tu as bu, qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, ça, tu vois, ça a permis pour moi, finalement, de créer des connexions, des relations humaines qui vont faciliter derrière les ventes, tu vois. C'est la raison pour laquelle je dis souvent une chose. L'une des clés, si tu veux vendre, en fait, c'est vraiment de maîtriser l'art des relations humaines. Parce que peu importe que tu sois en B2B ou en B2C, tu as toujours un humain en face de toi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, communication, marketing, vente, tout ça, c'est lié. Et même justement, développement personnel, au contraire, quand tu connais l'humain, quand tu connais les relations humaines et surtout les sentiments humains, finalement, c'est des leviers que tu peux utiliser justement pour la partie commerciale. Exactement. Et aujourd'hui, justement, c'est quoi qui t'habite, qui te motive au quotidien? Ouais, c'est une question à laquelle d'ailleurs je répondais ce matin. J'avais un appel avec une personne qui rejoint un de mes programmes. Je lui disais qu'aujourd'hui, honnêtement, j'aurais pu rester dans le domaine B2B. C'est-à-dire qu'avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, au fur et à mesure, en gravissant entre guillemets les échelons, je suis devenue head of sales, donc responsable commercial pour une belle boîte quand même qui générait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel, tu vois. Et aujourd'hui, je suis passée de gérer une équipe commerciale qui génère des dizaines de millions par mois à essayer de convaincre un entrepreneur qui lance son activité que c'est possible de générer plus de 10 000 euros par mois. Tu vois un peu le gap, mais pour eux, c'est énorme en fait. Ils voient ça comme une montagne étant donné qu'ils partent peut-être d'un poste où ils gagnent peut-être 2 000 euros par mois, etc. Donc on te dit tu peux gagner 10 000 euros avec ton business, ça semble improbable, etc. Et moi, ce qui m'anime en fait, c'est vraiment le fait d'aider les entrepreneurs qui vraiment lancent leur activité, se sont lancés pour cette fameuse liberté financière, temporelle, géographique, à vraiment vivre pleinement de leur activité. Pourquoi ? Quand j'étais encore salarié, je commençais à faire des conférences et je donnais également des formations commerciales en dehors de mon emploi. Je rencontrais du coup des entrepreneurs qui me disaient « Écoute Oureille, moi je suis entrepreneur, mais la vente, c'est pas fait pour moi. » Ou alors « Moi je suis entrepreneur, mais je déteste en fait vendre. » Et je disais « Mais en fait, ça n'a pas de sens. Comment tu te dis entrepreneur et en fait, tu ne prends pas du plaisir à servir tes clients ?» Parce que moi, je résume la vente au fait de servir ses clients. Et je me suis dit « Waouh, en fait, il y a un vrai enjeu. » Et mon mentor, il me demande « Mais toi, comment tu vois la vente ?» Je dis « Mais pour moi, la vente, c'est juste un jeu. » Il me dit « Mais t'es sérieuse en fait ? Tu dis que la vente, c'est un jeu, or que tout le monde galère à vendre. » Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, la majorité des entreprises, et surtout des petites entreprises qui sont solopreneurs, la plupart du temps, en fait, sont experts dans leur domaine, Exactement. mais pas experts justement pour vendre, parce qu'ils ont été parachutés souvent là-dedans, ils ont créé leur entreprise parce qu'ils ont une expertise forte. Exactement. Mais finalement, le reste, ils ne le connaissent pas, ou ils n'ont pas développé ce facteur-là. C'est pour ça que quand tu dis, justement, je ne comprends pas, ils n'arrivent pas à vendre parce que servir leurs clients, j'entends, mais c'est vrai que la majorité des entrepreneurs, en tout cas petits, n'ont pas cette faculté-là parce que, justement, ce n'est pas dans leur gène. Et c'est ma question. Est-ce que tu penses
que tout le monde peut être bon à vendre. Tout le monde peut devenir un tueur en vente. Ouais. Enfin, forcément, on ne part pas du même niveau. Certains ont la tchatch, d'autres pas. Certains aiment, d'autres pas. Mais est-ce que tu penses qu'avec ta technique, tout le monde peut pas juste vendre un truc, mais devenir excellent? Yes. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai créé le concept le jeu de la vente, parce que justement je voulais réconcilier les entrepreneurs avec l'activité commerciale et parce que je voulais vraiment sortir de, si tu veux, ces stéréotypes, ces clichés, ces idées reçues négatives par rapport à la vente, le fait de se Ouais, dire totalement, qu'en ouais. tant que vendeur je suis un forceur ou alors je dois manipuler les gens, je dois mentir, etc. Il y en a même qui se disent j'ai pas envie d'être vendeur parce que finalement c'est arnaquer. On a En souvent en fait, tête les stéréotypes dans Caméra Ouais. Café, là, Ouais. je sais plus comment il s'appelle, le commercial. exactement, avec sa mallette qui vient Ouais. entre Les guillemets te téléventes saouler. qui te saoulent. Exactement. Et tout, ouais. Et en fait, je voulais vraiment déconstruire tout ça, en fait, et juste revenir sur l'essence même de la vente, une fois de plus, qui est d'être au service de ses clients, de servir ses clients. Et la mission d'une entreprise, c'est de servir ses clients, tu vois. Et en fait, quand les gens, je me suis rendu compte, quand on changeait finalement la définition ou l'appréhension qu'ils avaient de la vente, ils disaient, ah oui, mais en effet, ça fait sens, tu vois. Donc, tout ça pour dire que pour répondre à ta question, déjà, je pars du principe qu'on oublie vite une chose qui est primordiale, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, tout le monde vend. En fait, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois étudiant, tout le monde vend. Dans le sens où, par exemple, si tu es un étudiant et que tu as envie d'aller dans une école de commerce, ben, il va falloir que tu te vendes, qu'on ait envie de te prendre comme étudiant. Si tu es salarié, forcément, tu dois vendre tes compétences, ton expertise, ton temps. Si tu es entrepreneur, forcément, tu dois vendre à tes clients. Tu vois, donc déjà, on est toujours en train de vendre. Quand on est enfant, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, comme j'ai des enfants, c'est quelque chose qui est inné. C'est-à-dire, en fait, ma fille, par exemple, des fois, je donne l'exemple, mais Elle a elle quel va me âge demander quelque chose. Aujourd'hui, elle a 7 ans. C'est vrai. Et en fait, elle va demander. Et elle va demander, et je vais lui dire peut-être non. Elle va revenir encore, elle va redemander, ainsi de suite, jusqu'à ce que je lui dise oui. Et en fait, en grandissant, en fait, on a tellement, si tu veux, la peur d'être rejeté qu'on n'ose plus demander. Tu vois? Et moi, en tant qu'entrepreneur, je dis qu'en fait, tu n'es pas là pour demander. En fait, tu proposes. En fait, tu proposes, la personne dispose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de forcer qui que ce soit. Mais Mais finalement, si tu ne proposes pas, comment tu veux que les gens achètent ce que tu as à proposer? et finalement, la vente, est-ce que c'est pas l'art de convaincre, justement? Parce que là, on parle des enfants. Moi aussi, j'ai un enfant. Je vois très bien de quoi tu parles. Et c'est vrai qu'il répète inlassablement toujours le même truc. Et puis, il change de stratégie. Puis après, ça. il joue sur l'émotion. Ils Mais sont très papa, smart, s'il te plaît. Et du coup, bah, forcément, tu te dis, voilà, On vas-y. cède. Bon, ok, tu me saoules, mais ok. C'est Et, ça. et est-ce que justement, c'est pas ça, justement aussi, l'art de vente, c'est justement cette prise de décision de dire, moi, je vais aller voir tel film ou je vais aller dans tel C'est ça. resto. C'est l'art de convaincre, finalement. Ouais, je dirais que, tu vois, au lieu de dire l'art de convaincre, je dirais l'art de persuader. Parce qu'en fait, la vente, c'est de la persuasion. Et la persuasion, c'est quoi? C'est ta capacité à faire passer une personne à l'action. Ta capacité finalement à obtenir ce que tu veux. Et c'est exactement ça. Pour moi, la vente, tu sais, c'est 80% de psychologie et seulement 20% de stratégie. Là où les gens pensent que ce qui leur manque, c'est les techniques, c'est les stratégies, etc. Ouais. En réalité, ce qui leur manque, c'est la bonne psychologie, c'est le bon état d'esprit, c'est vraiment l'impulsion d'oser finalement, tu vois, proposer ses services et être OK avec le fait que potentiellement, tu as 9 personnes sur 10 qui vont te dire non. Mais en fait, quand tu sais que ce que tu proposes ça a de la valeur et que tu peux réellement transformer la vie de ton client, une fois de plus, tu sors en fait de l'enjeu de j'ai mal parce qu'on m'a dit non. En fait, non, on t'a dit non. Peut-être que non, c'est pas pour le moment. Peut-être que c'est parce que ce sera plus tard. Parce que peut-être que c'est pas la bonne cible aussi. Peut-être que ce que tu proposes aujourd'hui, c'est même pas clair. Tu sais, les gens, ils ont l'impression qu'ils Ouais, sont c'est clairs. ça. En réalité, ce qu'ils proposent, c'est complètement flou. Ouais. Tu vois? Et juste pour finir par rapport à ta question, déjà, revenir à ce truc de quand j'étais enfant, j'osais demander, et même si on me disait non, je revenais à la charge. Donc déjà, moi, je pars du principe que c'est inné, et tout le monde vend aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut améliorer ses compétences? Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut devenir un expert dans la vente, en tout cas par rapport au fait qu'on lance une société et qu'on a envie de servir de clients? Oui, mais maintenant, une fois de plus, il y a des principes de base. En fait, il y a des clés, il y a des codes, tu vois. Et ces codes-là, justement, moi, c'est ce que je donne à mes clients. Mais ça m'emmène à deux questions parce que tu as dit, tu parles pas de convaincre, mais de persuader. Tu nous as donné ta définition de la persuasion. Quelle est ta définition du fait de convaincre, au fait? Ouais. En fait, Quoi, la convaincre, nuance? tu vois, c'est essayer, en fait, de... Comment dire ça? En gros, moi, aujourd'hui, souvent, je dis une chose, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. En gros, si tu travailles avec moi, ben, en fait, il y a des preuves tangibles qui font que je maîtrise ce que j'ai à faire. Il faut que toi, tu sois convaincu. Mais je vais pas te convaincre, c'est-à-dire donner des arguments pour justifier le pourquoi tu devrais me faire confiance, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, convaincre, c'est plus justifié. Persuader, c'est pousser la personne à l'action. C'est ça. En Ce fait, serait c'est ça.
comprendre finalement c'est quoi, une fois de plus, tu sais, les gens achètent toujours pour deux raisons. S'éloigner d'un problème, se rapprocher d'un désir. Finalement, si on se parle aujourd'hui, c'est quoi ton problème et qu'est-ce que tu veux que tu n'as pas encore? Si ma solution peut y permettre de te débarrasser de ce que tu ne veux plus et d'aller vers ce que tu veux, let's go. Maintenant, si toi, effectivement, t'es pas convaincu par rapport à la solution, bah, peut-être que effectivement à ce moment-là, j'ai pas fait mon job sur notamment la clarification de la solution, la clarification des bénéfices que tu pourrais retirer de ce que je propose, etc. Mais tu vois, le problème en réalité, il est jamais. En fait, le problème ne vient jamais de l'extérieur. C'est-à-dire que souvent, oui, un tel n'a pas voulu acheter, etc. Ok, ce qui est bien également en tant qu'entrepreneur, c'est le fait de se remettre en question et de se dire, Oui. ok, où est-ce que peut-être j'ai pas été assez clair? Où est-ce que finalement, peut-être j'ai manqué quelque chose, une information qui n'a pas rassuré la personne? Et ça me fait penser également à une chose, c'est que souvent, on a tendance en fait à parler à partir de notre propre univers, notre propre monde, et ce qui nous semble logique n'est pas forcément logique pour l'autre, tu vois. Donc c'est également essayer de comprendre finalement la personne que j'ai en face de moi, c'est quoi sa psychologie, comment elle fonctionne, tu vois, comment elle voit le monde, et rentrer en fait finalement C'est la dans son monde à perception. elle, exactement, et finalement adapter mon discours pour que la personne se sente comprise, parce que souvent, des fois en fait les ventes ne se font pas parce que juste il y a une incompréhension de la part des deux interlocuteurs. Pour toi, le plus gros blocage qu'une personne qui veut vendre, le plus gros blocage à abattre, c'est quoi? Franchement, c'est la peur du rejet. En fait, aujourd'hui, je pars du principe que si tu n'avais pas peur d'échouer finalement, si tu n'avais pas peur d'être rejeté, si tu n'avais pas peur d'être critiqué, on est d'accord que tu passerais beaucoup plus à l'action. Mais en fait, les gens, ils ont, par rapport à l'autre, souvent c'est lié à leur histoire en fait personnelle, tu vois. Euh, Ils vivent en fait ça comme... En fait, quand quelqu'un leur dit non, surtout quand tu es entrepreneur, ils le prennent personnellement. Au lieu juste de se dire, OK, la personne, elle ne me rejette pas Bien moi, elle sûr. rejette juste la solution que je propose. Mais la solution n'est pas finalement ce que je suis, même si je suis la personne qui est à la tête finalement de cette solution, en fait. Tu vois, donc il faut réussir en fait à décorréler les résultats de ces actions de qui on est. Et c'est ce que la plupart des entrepreneurs ont du mal à faire. Mais c'est marrant parce que tu parlais de preuve sociale, finalement, tout à l'heure. Et c'est vrai que, est-ce qu'on demande vraiment le diplôme quand on va voir un médecin? Est-ce on demande le diplôme quand on va voir un garagiste? En fait, on ne demande pas ça. Parce Non. qu'on sait qu'il est médecin, on sait qu'il est garagiste. Exactement. Bon, même si des fois, on est un peu surpris. Mais pour autant, c'est souvent des choses, finalement, qu'on ne demande pas parce qu'on le sait. Exactement. Et là, c'est un peu pareil, finalement. Quand tu vas voir un expert, tu sais qu'il est expert. Donc, pourquoi, finalement, ne pas avoir confiance en lui? Sauf, évidemment, si le langage et le discours n'est pas forcément cohérent. J'ai fait un coaching et on parlait du rejet. Et il expliquait que il y a deux écoles, en fait. Il y a vraiment cette école de tu obtiens ce que tu désires, tu attires ce que tu penses. Mais il expliquait que les gens vont te voir aussi comme toi, tu te vois. Donc, ça veut dire que si à un certain moment, tu es animé par un esprit de peur, de rejet, tu vas faire que les gens vont te rejeter. Mais si tu as un niveau de peu m'importe, je m'en foutisme, sans que tu t'en rendes compte, parce que tu es tellement bien et que tu n'es pas dans une position où tu quémandes un petit peu, ça donne plus de valeur à ce que tu as à offrir. Et c'est ça qui est un petit peu une nuance, c'est qu'on a la loi de l'attraction, on a aussi cette chose de ne pas tellement vouloir que tu parais désespéré et qu'il fasse fuir. Ouais, clairement. Comment Souvent, je dis une chose, hein, c'est que quand tu as un manque d'argent, tu fais fuir tes clients. Parce que tu veux forcer la vente, c'est ça? En fait, énergétiquement même, sans même Ouais. vouloir forcer, en fait, énergétiquement, tu vas repousser. En fait, là où tu vas... Une personne, par exemple, qui réussit, en fait, elle devient magnétique. Donc, elle va attirer les opportunités. Une personne qui est dans la dèche, clairement, elle va repousser les opportunités. c'est Parce qu'elle est fou, moins, hein. parce qu'elle est moins pressée, parce qu'elle est moins, elle est moins dans l'urgence, Ouais, en j'imagine. fait, d'un point de vue énergétique, là, Ouais. on va même pas Tu rentrer dans les... attires, tu es dans le bon state of mind qui attire les bonnes choses. Exactement. Alors que l'autre, tu les repousses. Mais c'est quoi justement les pires ou les meilleurs sous-entendus ou stéréotypes que tu peux entendre au quotidien là-dessus, sur la vente, sur... Ouais, on connaît. Hein. Les vendeurs, c'est des arnaqueurs. Les vendeurs, c'est des menteurs. Méfiez-vous des vendeurs parce qu'ils peuvent tout vous vendre. Ils peuvent même vous vendre leur mère. Enfin, vraiment, Est-ce que les c'est vendeurs, c'est vrai des ça requins. d'ailleurs, ouais. J'ai pas envie d'être un vendeur de tapis. J'ai pas envie d'être un vendeur de poissons. Enfin, Ouais. on voit tous ces stéréotypes-là. Donc forcément, j'ai envie de dire, si toi, dans ta tête, tu te dis que vendre, finalement, c'est mal, ou en tout cas, t'aimes pas trop,
cette catégorie de personnes, forcément, tu n'as pas envie d'être associé à ça. Donc, tu vas te comporter anti-vente. Donc, moi, j'ai déjà vu des entrepreneurs me dire, écoute, moi, je suis entrepreneur, mais non, je ne suis pas vendeur. Je dis, mais ok, comment tu entreprends C'est si tu vends pas? compliqué, C'est compliqué, ça va tu vois. ensemble. Hein. Je dis, à ce moment-là, il ne fallait pas lancer un business, il fallait lancer peut-être une association à but non lucratif. Ouais, tu vois. c'est sûr. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'un vendeur, alors, un bon vendeur peut tout vendre? Ça, c'est la question. Ouais. En fait, à partir du moment où tu comprends que la vente, en fait, une fois de plus, c'est 80% de psychologie, en réalité, tu peux tout vendre. Maintenant, en fait, vendre, ça ne veut pas dire que les gens vont acheter. Hein. Nuance. Toi, tu proposes et les gens sont également libres d'acheter ou pas. Il faut un détachement quand même. Exactement. Ça. Et comment il s'appelle le film avec, justement, comment il s'appelle DiCaprio, Le Loup de Wall Street. Qu'est-ce que tu penses de ce film-là, justement? Pour moi, c'est la pire caricature, notamment sur ce qu'il ne faut pas faire en tant que commercial, en tant que vendeur. Et en fait, ce film-là, après, il y avait même eu un livre, c'est exactement la raison pour laquelle les gens n'aiment pas les vendeurs. C'est vraiment les clichés, les stéréotypes, le fait de mentir, le fait de manipuler, d'appeler les gens, de les forcer à acheter, de faire croire qu'il y a une offre, tu vois, qui est exceptionnelle. Et tout ça, c'est du bullshit. Franchement, pour moi, ce film-là, tu te sais bien, tu le regardes pour ta culture générale et tu fais tout l'inverse. Ouais, je comprends et je suis d'accord. Non, c'est très intéressant. Là, imaginons, on a un entrepreneur qui nous regarde et il a du mal à vendre. Il se reconnaît, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la bonne énergie, c'est laborieux pour lui de faire. Est-ce que tu peux nous énumérer 2-3 choses, même si tu en as déjà plus ou moins parlé, des clés, des points d'action pour qu'il puisse les mettre en pratique et que 2025, ce soit l'année où il a mieux vendu? Ouais. En 2025, en tout cas, je t'invite vraiment à faire de la vente non pas une option, mais une priorité. Parce que pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est de ta responsabilité, c'est de ton devoir de vendre. Parce que c'est en vendant que tu transformes, pour le coup, la vie de tes clients. Et si tu ne vends pas, bah, en fait, je ne sais même pas pourquoi tu t'es lancé dans le business, mais vraiment. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, j'aimerais vraiment que tu puisses te reconnecter, tu vois, à ta mission principale qui t'a poussé à entreprendre. Tout le monde, en fait, entreprend pour une raison qui est spécifique. Personne qui se lève un matin et se dit, écoute, l'entrepreneuriat, ça a l'air sympa. Allez hop, je me lance comme ça. J'ai vu de la lumière au bout du tunnel, là, je vais y aller. Non. Généralement, en fait, chacun entreprend parce qu'en fait, il a une cause, tu vois, qu'il a envie finalement, qui fait qu'il se lève. Par exemple, toi, je sais que c'est l'anglais. Tu vois, on a tous, en fait, une mission qui nous anime. Moi, je me suis dit à un moment donné, avec toutes mes années d'expérience, je ne peux pas garder ça juste pour une entreprise. Je ne sais pas si on s'en rend compte, juste pour une entreprise, tu vois. Donc, j'ai décidé tout simplement de me dire, OK, comment je peux servir finalement plus de personnes? Donc, te reconnecter finalement à ta mission de départ, te reconnecter à ta vision et te dire qu'en réalité, bah, une fois de plus, vendre, en fait, c'est vraiment la manière dont, je ne sais pas qu'est-ce que tu as créé, si c'est un produit, c'est un service, etc. Mais c'est ta manière finalement d'accomplir ta mission même en tant qu'entrepreneur, tu vois. Et après, une chose également, souvent, les gens pensent qu'il faut avoir confiance en soi avant de passer à l'action. Mais moi, j'aimerais te dire une chose, c'est que la confiance vient de l'action. Plus tu vas te mettre en action, plus tu vas voir que ta confiance va finalement, tu vois, augmenter, etc. Et la meilleure manière finalement de pouvoir savoir si ce que tu fais, ça fonctionne ou pas, c'est de le proposer. Et en fait, le feedback pour moi est encore plus pertinent que, en fait, le fait d'avoir des gens qui vont te dire non, ce sera encore plus pertinent que d'avoir des oui. Pourquoi? Parce que tu peux creuser. Tu peux en fait aller dire à la personne, OK, j'aimerais juste comprendre qu'est-ce qui fait que, par exemple, que mon offre aujourd'hui n'était pas irrésistible pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas pris, etc. Et en fait, au fur et à mesure, en récupérant ces différents feedbacks, tu vas pouvoir améliorer finalement ton offre jusqu'à tomber finalement sur l'offre parfaite qu'une majorité de personnes, en tout cas, prendra au fur et à mesure. Mais souvent, les gens, en fait, restent bloqués, si tu veux, dans leur chaise confortable, au lieu tout simplement d'aller se confronter au terrain. Et à un moment donné, j'aimerais juste dire une chose, mais la meilleure manière d'apprendre à nager, c'est de sauter dans le bain. Tu vois, tu peux répéter les gestes, tu vois, au bord de la piscine jusqu'à fatiguer. Ouais. Si tu n'es pas dans l'eau, tu ne vas pas apprendre à nager. Donc à un moment donné, il faut sauter, il faut y aller, il faut oser tout simplement passer à l'action. Et tu verras que finalement, peu importe après les résultats, une fois de plus, au-delà de ça, c'est vraiment l'apprentissage et c'est vraiment les réponses que tu auras qui vont te permettre justement d'améliorer ce que tu as proposé. Et les clients que tu accompagnes, c'est quoi les points de blocage principaux qu'ils peuvent avoir et surtout qui, à mon avis, qui sont similaires d'un client à un autre? En fait, aujourd'hui, moi, je me rends compte que beaucoup de personnes ne vendent pas ou n'ont pas les résultats qu'ils veulent parce que déjà, ils n'ont pas confiance en eux, tu vois.
souvent on ne parle pas en fait de ça, mais en réalité, tu as confiance en tes capacités, tu as confiance en ta capacité à transformer la vie de ton client, tu as confiance en le fait que la personne qui achète ton produit, en fait, c'est un excellent produit, que ça va transformer sa vie. En fait, je me rends compte qu'elle n'est même pas là. Donc j'ai envie de dire que comment tu veux être convaincant si toi-même, tu n'es pas convaincu? Pour moi, une fois de plus, si vraiment tu sais en ton âme et conscience que ta solution peut transformer la vie de ton client, bah, à ce moment-là, propose-la. Si tu la proposes pas, c'est déjà qu'il y a un souci. C'est que Ouais. toi-même, tu te fais pas confiance, tu vois. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que je pense que c'est un cercle vertueux qu'il faut enclencher. Mhm. Moi, j'avais peur de dire mes prix. Je savais que je savais enseigner quand j'ai lancé ma boîte, mais j'avais du mal à parler de mes prix parce que je me sentais pas légitime de mettre mes prix, même s'ils étaient en dessous du marché. Mais j'ai mis un prix qui correspondait à la valeur que j'attribuais à ce que je fais. Parce que voilà, ça correspondait plus à mon niveau de confiance, pas la valeur que je donnais. Et quand j'ai vu que 1, 2, 3 personnes avaient de superbes résultats, j'ai gagné en confiance, donc j'ai pu présenter ma solution d'une façon différente. Et c'est comme ça que je pense que j'ai vaincu la peur et le syndrome de l'imposteur. Et donc je pense que c'est ce qu'elle essaye d'expliquer, c'est que commence C'est ça. et ne vise pas tout de suite tout haut. Non. Du genre, je vais mettre un prix haut parce que sur le marché, c'est haut. Mais un prix avec lequel tu es convaincu. Exactement. De toute façon, moi, j'ai changé mes prix beaucoup depuis que j'ai lancé ma boîte. C'est pas un crime. Rien n'est figé dans le marbre. Mais c'est vrai que c'est le fait de faire qui t'aide à vaincre ça. Parce que le syndrome de l'imposteur, ça paralyse. Hein. En fait, tout le monde l'a à un certain niveau. Ouais. En fait, le syndrome de l'imposteur se manifeste une fois que tu sais qu'il y a un enjeu et que tu dois passer à un niveau supérieur. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui doit te paralyser. En fait, tu te dis potentiellement, aujourd'hui, je suis pas à l'aise à l'idée de faire tel ou tel prix, mais juste fais-le. Parce que dans tous les cas, quand tu le feras une fois de plus, tu verras si tu dois diminuer, si tu dois négocier. Au départ, je dirais même, sois flexible, tu vois. Au départ, en fait, sois juste flexible. Sois ouvert. Une personne, elle te dit, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, mais j'avoue, ton prix, il est trop cher, etc. Si vraiment c'est tes premiers clients, dis-toi, OK, combien tu es prêt à payer pour ça? Et si la personne elle te dit, bah, écoute, je suis prêt à payer ça, si vraiment tu as envie justement de te faire la main, de gagner en confiance, de gagner en expérience, accepte le deal et fais-le. Moi, je dis même à des personnes des fois qui se lancent dans l'accompagnement, au départ, si vraiment tu es traumatisé à l'idée d'annoncer ton prix, essaye de proposer tes services même gratuitement à 2-3 personnes. Après, Ça tu récupères marche. du coup leurs témoignages et à partir de là, tu as plus de confiance pour proposer du coup d'autres services. Mais c'est vrai que tous les leviers, c'est des leviers quand même qu'il faut connaître. Ouais. Parce que même évidemment, comme tu dis, c'est 80% justement d'émotions et puis 20% de technique, mais il y a quand même des leviers qui sont quand même un peu à connaître, comme justement récolter des témoignages. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. C'est quoi, toi, justement, qui t'influence et qui te motive? Est-ce que tu as des références, justement, peut-être de livres ou de choses qui pourraient intéresser des gens qui nous regardent? Yes. Moi, un livre vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est L'art de la persuasion, pour le coup, de Napoleon Hill. C'est vrai que tout le monde connaît le livre Réfléchissez, devenez riche, Ouais. Plus malin que le diable, etc. Mais très peu connaissent le livre L'art de la persuasion, qui est pour moi excellent. Ah, je crois pas Et, l'avoir déjà entendu. Moi non plus, j'ai pas lu. Ouais. Et c'est vrai que peut-être une chose également, moi, je pense qui a forcément dû jouer sur mon conditionnement et sur mon mindset, c'est que même quand j'étais étudiante ou quand j'étais salariée, je consommais beaucoup de contenu anglophone. Donc, je regardais par exemple des vidéos de Dan Lok, Ah oui. qui est excellent, l'un des... C'est vrai qu'on est un peu à la ramasse en Voilà, France en là-dessus. France. La Et je regardais des francophonie, vidéos de Grant Cardone. Et Ouais. forcément, leur manière de vendre ne s'applique pas forcément au marché francophone. Oui, Mais c'est il y a ça. quand même des tips et surtout une posture que quand tu l'adoptes, forcément, ça fait la différence. Et moi, je pense que c'est également ce qui m'a aidé à faire la différence, couplé également à mon intérêt pour le développement personnel. Non, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Moi, je le répète souvent. Aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, on a accès à tellement de connaissances gratuitement. Il faut pas s'en priver. Et c'est vrai que plus tu écoutes quelque chose, plus tu le deviens. Donc, s'entourer de ça, c'est tellement facile de pouvoir suivre une personne que je trouve inspirante. Même si tu la connais pas, elle peut influencer ta vie, au fait. Exactement. Donc, il faut créer l'environnement propice pour générer en nous ou avoir les fruits qu'on veut avoir, quoi. Et bien justement, en parlant d'environnement, parce qu'on parle de pro, mais ici on aime bien aussi parler de perso. Comment tu arrives à concilier ta vie pro et perso? Est-ce que tu arrives déjà parce que tu as des enfants, donc j'imagine que ça prend du temps et ça doit prendre du temps. Comment tu arrives à gérer? Très bonne question. C'était d'ailleurs la thématique de mon TEDx que j'ai donné en juin dernier.
La thématique, c'était entreprendre sans sacrifier sa vie de famille, est-ce possible? Et la réponse, c'est oui, bien évidemment, c'est possible. Maintenant, ça part d'une intention. Moi, en fait, je me suis toujours dit, et j'ai envie de réussir sur le plan personnel et professionnel. Je me suis mariée jeune et je me suis dit également que je serais mère et que ça ne va pas m'empêcher, tu vois, de développer également ma carrière professionnelle. C'est vrai qu'on est dans un monde, les choses évoluent, mais souvent, on était cantonné à, il faut que tu choisisses. Soit tu es une mère au foyer, soit tu es carriériste, mais tu peux pas avoir les deux en même temps. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? En fait, tout est possible à partir du moment où, effectivement, on s'organise. Et donc, moi, aujourd'hui, l'une des clés que j'ai trouvées, c'est vraiment l'organisation, c'est la planification. Souvent, je dis, Google Agenda, c'est mon meilleur Ton ami. meilleur ami. Parce que je planifie. Souvent, les gens ont tendance à planifier leur vie professionnelle. Donc, imaginons, tu as un rendez-vous professionnel, tu vas le planifier, etc. Tu sais que tu dois rencontrer tel client, tel prospect, etc. Mais les gens, ils prennent pas forcément des fois le parti pris également de planifier leur vie personnelle. Et moi, je pars du principe que tout ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Donc, si c'est important pour toi, par exemple, de faire une activité avec tes enfants, il faut le planifier. Si c'est important pour toi, par exemple, de faire des voyages, il faut les planifier. Si c'est important pour toi de faire un restaurant avec ton chéri, il faut le planifier, tu vois. Et à partir du moment où tu planifies finalement ce qui est important pour toi, le reste, du coup, tu planifies une fois de plus le côté, par exemple, professionnel. Et après, il reste du temps libre pour faire d'autres choses, comme par exemple ce podcast aujourd'hui. Ouais. Très C'est bien. vrai que quand on planifie, on prend le contrôle de son temps. Yes. Et c'est tellement puissant. Alors, ce podcast s'appelle Survivors. Donc, on parle vraiment de mettre en valeur, pas l'échec, mais surtout les stratégies qui t'ont aidé à sortir de là. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un échec personnel, professionnel, et surtout, comment tu as fait pour en sortir? Ouais. Il y a tellement de choses que je pourrais partager. C'est vrai que tout à l'heure, en introduction, je n'ai pas parlé une partie de mon histoire. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née en Mauritanie. Je suis arrivée en France à l'âge d'1 an et demi. Et jusqu'à mes 10 ans, on va dire, j'avais une vie plutôt tranquille, on va dire, classique. À partir de 10 ans, je découvre que j'ai un demi-frère et 2 demi-sœurs qui vivaient au Sénégal et qui devaient du coup venir s'installer avec nous à Paris. Avec notamment, à cette époque-là, j'avais une petite sœur, un petit frère. Donc, le jour de leur arrivée, je ne vois pas débarquer 3 personnes comme prévu initialement, mais 6 personnes. Oh, Mon père décide Ah en ouais. plus de mes demi-frères et sœurs de faire venir en fait 3 de mes cousins qui étaient en fait ses neveux, les fils de son défunt frère. Wow. Donc du jour au lendemain, on se retrouve de passer de 3 enfants à 9 enfants à la Avec maison. combien de chambres? Voilà. J'imagine que... Notre pouvoir d'achat est divisé par 3, clairement. Et finalement, on passe d'une vie modeste à tout simplement la pauvreté, tu vois. Jusqu'au jour où, on va dire, juste avant l'été, quand j'étais en 4e, juste après le brevet, j'arrive devant chez moi et impossible de rentrer. Impossible de rentrer, pourquoi? Parce qu'en fait, je me retrouve devant une grosse porte blindée. On s'est fait expulser Non. de notre appartement. Ah oui. avec 9 enfants. C'est ça. Parce Et que donc vraiment pas possible de payer le loyer. Puis franchement, apparemment, les voisins ont fait une pétition déjà parce qu'il y avait de la nuisance sonore. J'imagine 9 enfants, forcément, ça doit faire du bruit. Après, ouais, il y a eu vraiment plein de complications, etc. Donc, on se retrouve tout simplement à devoir dormir à l'hôtel pendant un certain temps, ensuite chez de la famille, le temps de retrouver un semblant de vie normale en Normandie. Et en fait, quand je vis ça, sur le coup, clairement, j'en veux à mon père. Parce que je me dis, en fait, c'est à cause de lui qu'on est dans cette situation-là. Et que s'il n'avait pas fait venir toutes ces personnes-là, on serait jamais, en fait, on n'aurait jamais été expulsés. Et surtout, je me suis rendu compte que, OK, il a fait venir des nouvelles personnes dans notre vie, mais il n'a même pas augmenté, en fait, ses revenus. Donc, forcément, en gardant les mêmes revenus, en ayant 6 bouches de plus à nourrir, on ne peut pas garder le même train de vie, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, OK, déjà, quand je serai grande, moi, je serai riche. Parce que j'ai pas envie de vivre ça. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je ferai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus jamais de ma vie, je veux revivre ça, quoi. Et de là, en fait, la graine a été semée, a été plantée. Après, le parcours, il n'est pas non plus, on va dire, sans complications, mais tout ça pour dire que finalement, des fois, en fait, sur le coup, effectivement, on comprend pas forcément pourquoi telle ou telle situation nous arrive, mais en réalité, je pars du principe que
ça également, ça nous forge en fait d'une certaine manière. Ça nous donne en fait un trait de caractère, une force Oui, de c'est une caractère. force de caractère. Voilà, qu'on n'aurait pas eu Développer. si on n'aurait pas développé, si on ne serait pas passé par là. Et peut-être que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas connu ça en étant enfant, par exemple, tu vois. Et aujourd'hui, tu penses que tu as atteint ce que tu voulais atteindre en tant que Ah non, but je suis qu'au financier? début. Ouais. Ah non, je suis qu'au début. Alors, c'est quoi que tu veux atteindre? Parce que c'est intéressant de savoir, justement, là, aujourd'hui, tu en es là aujourd'hui, tu as écrit un livre, tu fais des conférences et puis tu as fait un TEDx. Tu aides Donc, des un TEDx, entrepreneurs. pour ceux qui ne savent pas, tu vas peut-être d'ailleurs l'expliquer, parce que c'est vrai qu'un TEDx, c'est quand même un peu le summum de la représentation parole. pour se représenter en France. C'est anglais, je crois, ou américain Ouais, TEDx, de hein base, c'est américain. Et TEDx, tu l'as fait sur Saclay, parce que je crois qu'il y en a. Tu peux en faire uniquement, je crois, une certaine zone dans Paris. Non, en fait, il y en Non a plusieurs à Paris. Il y en a Moi, plusieurs j'ai fait TEDx Avenue des Pépinières. C'était Ouais. la première édition, voilà. C'était le 1er juin 2024. Donc c'est toi qui as envoyé ta candidature? Même pas. Non? On t'a sollicité? Épaté. Exactement. En fait, comme la vie fait bien les choses, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un de très intentionnel. Quand j'ai démarré dans le monde des conférences, je me suis dit, oh waouh, un jour j'ai envie de faire un TEDx parce que pour moi, ça représentait justement, tu vois, le Ouais, c'est Saint ça, Graal, c'est entre guillemets, le des Saint conférences. Graal. C'est ça. Donc j'avais posé cette intention-là. Après, j'ai continué à faire mon chemin. Et en fait, un jour, je déjeunais avec une personne qui m'avait invité en plus via LinkedIn, tu vois, à déjeuner, à faire connaissance, etc. Très bien. Et dans la discussion, elle me dit, écoute, je viens de recevoir une licence pour pouvoir organiser des TEDx à Paris. Et là, je me suis dit, ok, voici mon Ah oui. opportunité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, le TEDx, c'est plutôt des sujets grand public. On ne parle pas forcément trop d'entrepreneuriat, etc. C'est plutôt des thématiques généralistes, parce que l'idée, c'est d'inspirer les gens. Et sur le coup, je lui dis rien. Je fais juste en fait le rendez-vous, je m'intéresse à elle, etc. Je place même pas mes pions, etc. À un moment donné, on se rappelle et elle me parle également, elle me reparle de ça. Et je lui dis, mais en fait, tu sais que parmi la liste justement des rêves que j'aimerais accomplir, il y a le fait de faire notamment un TEDx. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, bah écoute, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de sujets sur l'entrepreneuriat. J'en ai juste un, mais si tu veux, je te le donne. Sachant que c'est une personne qui est suivie par genre une vingtaine de millions de milliers pardon, Et de toi, à personnes. l'époque, t'avais une audience moyenne Bah, c'était il y a quelques c'était- mois. Donc, Ouais. Ah, c'était il y a quelques mois? pratiquement- Je Ouais, pensais que c'est c'était il y a ça. quelques années, quelques mois seulement. Ouais, Ok. c'est ça. Donc, non, j'avais une audience de une vingtaine. On va dire tout cumulé, plus de 20 000 personnes sur les réseaux. Ouais. Mais au-delà de l'audience, c'est même pas ça en fait. C'est Bah, vraiment c'est surtout l'impact aussi. l'impact, le sujet, ça- etc. Et c'est comme ça du coup que ça m'est venu en fait. Et souvent, c'est vrai que les gens me demandent, mais comment t'as fait pour faire un TEDx, t'as candidaté, etc. Non, une fois de plus, quand quelque chose est dessiné, je pense que là, on va Attends. parler du coup de foi. Quand quelque chose est dessiné, dans tous les cas, tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais ça va venir. Et moi, c'est vrai que souvent dans mon parcours, je pense que la foi a également joué un rôle qui est important dans le sens où je suis quelqu'un de très optimiste. Et en fait, je pars du principe que quand je veux quelque chose, si cette chose-là ne nuit en personne, il n'y a pas de raison que je ne l'obtienne pas. Tu vois? Et finalement, je lâche prise et je fais ce que j'ai à faire. Et je sais qu'en temps et en heure voulu, les choses se mettront en place. C'est quoi le lâcher prise, justement? le Parce lâcher prise. qu'on l'entend beaucoup. Enfin, moi, j'ai ma propre définition, mais pour les personnes qui regardent, mais c'est quoi le lâcher prise? Je ne vais pas laisser ma vie couler. Si je fais rien, rien va se passer. C'est quoi cette histoire de lâcher prise? Est-ce que tu peux En fait, en parler lâcher un prise, petit ça ne veut pas dire ne pas agir. Hein. C'est-à-dire que je pense que si je voulais faire un TEDx et que j'avais pas fait de conférence, peut-être que j'en aurais pas fait pour le coup. C'est-à-dire que lâcher prise, c'est-à-dire de se dire, ok, je ne contrôle pas en fait le résultat, tu vois, mais je me mets pas non plus la pression. Genre, je suis pas non plus, Oui, tu te dis j'étais pas absolument- omnibulée par cet objectif. C'était juste une intention que j'ai eue et je continue en fait à faire ma vie, mais en fait en ayant la conviction que tôt ou tard ça va se faire, tu vois. Ouais, Et- c'est cette capacité à être intentionnel sans se mettre la pression. C'est ça. C'est-à-dire que je vais arriver là-bas, donc je commence à préparer ma route. Est-ce que j'ai assez d'essence? Est-ce que ma voiture, elle est faite pour? Est-ce que je sais comment... Enfin, mais je ne me mets pas de pression C'est ça, parce que je sais que je vais y arriver. c'est ça. Et pour celles et ceux qui veulent retrouver justement ce TEDx, je sais qu'on peut retrouver certains TEDx en ligne. Est-ce que le tien, on peut le trouver? Oui, bien sûr. Tu écris Oreille TEDx sur YouTube, tu vas le Ouais. retrouver facilement. Et alors, cette expérience, parce que j'imagine qu'il y a eu un temps de préparation, Oui. il y a eu pense pas que- mal de choses qui Ouais. ont été faites avant de déjà faire ce TEDx. Exactement. Et même si tu as l'habitude de faire des conférences, quel état d'esprit dans lequel tu étais là pour celui-là? En fait, il y a toute une équipe déjà qui nous accompagne pour ça. Je crois que j'ai jamais autant préparé une conférence parce que de base, en fait, je suis quelqu'un de plutôt intuitif où en gros, ok,
viens comme tu es. C'est-à-dire, Ah oui, tu ne je prépares pas, maîtrise mon t'écris pas. sujet. Ouais. Par exemple, là, aujourd'hui, c'est pas préparé. Non, Je viens c'est et spontané ici. voilà, on échange et c'est un peu ça, tu vois. Et là, par contre, non, c'était tout le contraire. Fallait savoir le sujet, fallait écrire du coup son texte, fallait ensuite. En plus, Fallait le faire valider, fallait j'imagine. le faire valider, c'est 10 minutes, c'est quand même assez cadré. Et il y a eu puis, vraiment plusieurs personnes qui nous ont accompagnés, plusieurs professionnels. On avait un coach vocal, coach en théâtralisation, Ah ouais. on avait un coach en mindset, on avait un coach d'écriture. En fait, on avait Ça toute une représente équipe. Ouais, puis il y a la combien scénographie. d'heures, tout ça? Il y a la scénographie On en a plus. mis c'est 1 an de préparation quand même. Comment Oh, tu Pour, te non, positionnes. de préparation. C'est ça. Ouais, c'est comment tu te positionnes sur scène. Il faut pas Exactement. que dépasses. C'est ça. Faut C'est pas que ça. tu dépasses un certain cercle. Exactement, c'est tout ça. Pas simple, parce que même si tu as l'habitude, finalement, c'est des choses que tu connaissais déjà ou... Il y a, un cadre il y a beaucoup de différent. choses que je connaissais, mais c'est vrai que là, c'était très cadré, très structuré. Après, moi, je me suis pas prise la tête, justement. J'ai pris ça comme une opportunité de monter en compétence et d'être vraiment... Une de mes forces, je pense, c'est vraiment l'humilité. En mode, je suis là, Ouais. Et puis on verra. j'applique ce que vous me dites, c'est vous les professionnels, je suis prête à jouer le jeu. Et je pense que d'ailleurs, parmi les participants, ils ont dit que j'étais l'une des personnes, en tout cas, qui était le plus, tu vois, assidue, qui suivait le truc, qui rendait les trucs quand il fallait, etc. Et voilà. Et finalement, quand on suit tout ça, effectivement, Et le retour de ce TEDx? bah, franchement, regardez et dites-moi ce que vous en pensez, de manière générale, mais en tout cas, que d'excellents retours. Ouais, c'était bien. Quelle est la chose que tu as apprise le plus de cette expérience? Le truc que... Enfin, je suis trop contente d'avoir fait ça, principalement Moi, par rapport à franchement, ça. s'il y a une chose que je retiens, c'est que, les amis, si vous m'écoutez aujourd'hui, ayez des rêves. Et en fait, quand je dis ayez des rêves, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir des rêves, en fait, prenez un carnet, je sais pas, écrivez en fait ce que vous avez envie d'accomplir dans ce monde. Moi, franchement, ça part vraiment de là. Dans le sens où, à un moment donné, je me suis posée, j'avais fait un séminaire de développement personnel, on m'a dit, écoute, fais une liste, par exemple, de 101 rêves, de 101 choses que tu aimerais, 101 choses que tu aimerais faire dans ta vie avant de mourir. Et dans ça, je te jure, il y avait ça qui était écrit. Et à partir de ce moment-là, tous les jours, en fait, dis-toi, OK, comment, en fait, je peux avancer vers la direction de mes rêves? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux... Comment dire ça? Qu'est-ce que je peux donner? Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que dans la vie, c'est simple, hein. Oui, c'est Pour recevoir, en fait, il faut donner. tu recevras, c'est ça Exactement. l'adage. C'est exactement ça. Et moi, je pars du principe que tous, autant que l'on est, on a tous, en fait, une lumière que l'on peut apporter au monde. Ouais. Tu vois, je pense qu'on a tous notre place, que toute notre vie nous prédestine finalement à être ce que l'on pourrait être, tu vois. Il y a des gens, ils vont être excellents dans l'apprentissage de l'anglais. Il y a des gens qui vont être excellents dans la cuisine. Il y a des gens qui vont être excellents dans la coiffure, tu vois. C'est pour ça que ça sert à rien de se comparer. Parce qu'on est tous destinés à apporter notre contribution, notre lumière au monde. Donc, ayez des rêves et osez croire que ces rêves-là, en fait, c'est possible de les réaliser. Et Parce toi, qu'aujourd'hui, les gens, malheureusement, ne s'autorisent plus à rêver. Tu vois? Ouais, et faire des actions dans la direction de ce rêve-là. et quel héritage tu veux pour terminer quel héritage tu voudrais que les gens se disent en écoutant ce podcast? Et puis surtout, quel héritage tu veux laisser, toi, dans ton activité et ton expertise? Est-ce que tu as une ambition là-dessus? Est-ce que tu as une volonté? Yes. Moi, honnêtement, ma vision, c'est vraiment que une majorité d'entreprises, d'entrepreneurs puissent vivre pleinement de leur activité. Pourquoi? Parce que quand je suis tombée sur les stats de l'INSEE qui disaient que 8 entreprises sur 10 ferment leurs portes dans les 5 premières années de leur business. Et la raison principale, c'est parce que ces entreprises-là n'ont pas de clients et n'ont pas de chiffre d'affaires. Je me suis dit, en fait, c'est indécent. Parce qu'aujourd'hui, OK, tu ne peux pas vivre de tes compétences si tu ne sais pas la vendre, mais surtout, de prime abord, en fait, ça part en fait d'une belle volonté de servir notamment le marché, d'apporter ta contribution, etc., d'apporter une solution. Et je trouve ça tellement dommage, tu vois, que ces entrepreneurs-là qui se lancent ne puissent pas finalement valoriser leurs solutions et permettre également à leurs clients de transformer leur vie à leur tour. Donc franchement, moi, ma vision, c'est vraiment ça. Après, comment le faire? C'est à travers des conférences, c'est à travers effectivement des livres, c'est à travers des accompagnements, etc. C'est à travers, au final, au-delà de tout ça, en fait, de la vision. J'ai vraiment envie que les gens se disent, en fait, peut-être que je me suis trop pris la tête jusqu'à présent. À partir d'aujourd'hui, je décide vraiment de voir l'entrepreneuriat comme un jeu et de voir vraiment la vente comme un jeu. Et à un autre niveau, Oui. moi, je pars du principe qu'en réalité, la vie est un jeu. Je pars du principe que la vie est un jeu, un immense terrain de jeu dans lequel, en fait, il n'y a pas de limite.
On est juste là pour s'amuser. Have fun. Faut qu'on arrête de se prendre la tête, tu vois. Faire les choses sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Parce que, en fin de compte, tu vois, tout ce qu'on va retirer de cette expérience, justement, c'est ça. C'est les activités que tu vas faire, c'est l'impact que tu vas laisser derrière toi. Souvent, on dit les gens ne vont pas se rappeler peut-être des mots que tu vas prononcer. Je suis persuadée que dans cet épisode de podcast, j'ai dit plein de choses. Les gens ne vont pas se rappeler de tout ça, mais vont se rappeler de la manière dont tu leur as fait se sentir. Et si tu es authentique, si tu es sincère dans ce que tu fais, ça va se ressentir. Et rien que pour ça, les gens vont te remercier. Les gens vont te dire « Oh, waouh, merci pour finalement, non pas ce que tu fais, mais pour qui tu es. » Donc, on parlait des freins qui empêchent aux gens de vendre. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change ? Yes. Je pars du principe que souvent, en fait, les gens pensent que ce qui leur manque, c'est la stratégie miracle, la dernière technique à la mode, etc. Et en réalité, non. Dans le sens où les meilleures stratégies du monde ne t'apporteront aucun résultat si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec. C'est la raison pour laquelle je pars du principe que tout part vraiment de notre état d'esprit. Pour moi, la vente, c'est 80% de mindset et une fois de plus, seulement 20% de stratégie. Écoute, moi, j'ai une agence marketing, donc je vois très bien de quoi tu parles, parce qu'en fait, nous, on est très technique et on connaît ces techniques-là. Parce que nous, en fait, on attire les gens. Mais clairement, c'est clair, on dit aux clients, attention, si votre offre n'est pas bonne, si votre ciblage n'est pas bon, le message n'est pas bon, si en interne, vous n'êtes pas structuré correctement, ça ne marchera pas. Et c'est vrai qu'on a beau leur dire attention, les techniques, peu importe les techniques qu'on va utiliser, l'intérêt c'est d'avoir du résultat. Mais si finalement en interne vous n'arrivez pas à supporter ça, ben, ça ne marchera pas. Exactement. Et remettons également le point et l'accent également sur la conviction. Moi honnêtement, des fois j'entends pitié des entrepreneurs, je me dis mais j'ai l'impression qu'on te force à faire ce que tu fais. C'est-à-dire que pour moi, en fait, en tant qu'entrepreneur... Toi-même, tu n'es pas convaincu. Comment tu vas me convaincre ? Bah, c'est ça. En fait, il faut déjà être convaincu soi-même pour convaincre les autres. Ça, c'est la base de la base, quand même. C'est ça. C'est vrai que si tu vends quelque chose et que tu es à moitié convaincu sur ton offre ou sur justement ce que tu peux apporter comme résultat... c'est exactement ça. Bon. Donc déjà, augmente ta conviction et ta foi dans ta capacité justement à délivrer le client et une fois de plus à transformer sa vie. Plus tu élèves ça, en fait, cette énergie-là, forcément, en retour, ça va se ressentir. Et tes accompagnements sont faits en one-shot, sur le long terme, sur le court terme ? Comment ça marche ? Aujourd'hui, on va dire l'un de mes best-sellers, c'est comme une sorte d'incubateur sur 3 mois qui permettent d'accélérer la croissance de son entreprise. Après, j'ai les offres sur 6 mois et des offres annuelles. Mes offres annuelles, c'est plutôt pour les B2B, notamment pour les équipes commerciales. Alors, on laissera les gens te contacter, mais est-ce que tu as des engagements là-dessus ? Est-ce qu'au bout de 3 mois, on peut être convaincu qu'on va avoir... tu vois ce que je veux dire ? Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que je suis sortie un peu des promesses, on va dire, chiffrées, etc. Mais souvent, en tout cas, les entrepreneurs que j'accompagne double, triple, voire quadruple ou quintuple même leur chiffre d'affaires en 3 mois. Trop bien. Très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour toutes tes indications et puis pour ta pêche. Ouais. Et si on veut te contacter par rapport à ton coaching, par rapport à la vente, comment on fait ? LinkedIn ? Yes, LinkedIn, Instagram, je suis plutôt active. Et puis, let's talk, comme tu dirais. Bah, écoute, merci encore. Eh bien, ce podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et surtout, suivez-nous. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, ça fait depuis 3 mois qu'on a commencé ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux. On espère que ça va continuer ainsi. Et on vous souhaite de bonnes fêtes. Et on vous dit à très vite. À bientôt. Bye, guys.